Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'actualité jurisprudentielle de la commande publique. Et notamment durant l'été, le Conseil d'État et les juridictions inférieures ont rendu un certain nombre de décisions concernant toutes les étapes de la vie des contrats publics. Ainsi, les juridictions administratives ont apporté des précisions concernant les méthodes d'évaluation des offres ou la portée de l'avis du jury dans le cadre d'un concours. S'agissant de la phase contentieuse, outre les voies de recours en matière d'expertise judiciaire et de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, le Conseil d'État a précisé son office en cas de recours contre une sentence arbitrale dans un litige portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat administratif. Afin de faire le point sur les apports de ces nouveaux arrêts, mais aussi de nombreuses autres décisions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une nouvelle fois Christophe Cabane et maître Vincent Michelin, avocats associés au sein du cabinet Cabane Avocats, qui vont vous livrer leur analyse de cette jurisprudence. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour, merci. Donc, on a 5 thèmes à étudier, à aborder ce matin. Premier, appréciation des offres. Deuxième, attribution de marché. Le troisième, le principe d'impartialité et les réseaux sociaux. Le quatrième, le contentieux de l'exécution des contrats. Et le cinquième, le contrôle et l'office du juge. Sur le premier thème, donc, qui est relatif à l'appréciation des offres, quelques décisions ont retenu notre attention. Alors évidemment, ça ne prétend pas à l'exhaustivité, c'est une sélection. Première décision du Conseil d'État du 7 juin 2024 qui nous conduit à aborder la question de l'irrégularité de la méthode d'évaluation des offres. On le sait, à partir du moment où le juge du référé précontractuel est devenu plus exigeant pour recevoir les moyens opérants dans le cadre de ce contentieux, les requérants, les avocats ont été plus attentifs aussi à examiner tous les aspects de la régularité de la passation de la procédure et à s'intéresser notamment à la question de la méthode d'évaluation des offres. Donc, pour mémoire, on rappelle qu'en matière de concession, l'autorité concédante définit librement la méthode d'évaluation des offres au regard de chacun des critères de notation qu'elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d'évaluation peut être entachée d'irrégularités dans 2 grands cas. Premièrement, si les éléments d'appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d'attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation. C'est le cas où effectivement on ne réussit pas à trouver de logique entre les critères retenus et les conditions d'évaluation du contrat spécifique en cause. Et deuxièmement, si les modalités d'évaluation des critères d'attribution par combinaison de ces éléments sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser la hiérarchisation qui a été annoncée et sont de ce fait susceptibles de conduire pour la mise en œuvre de chaque critère à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée ou au regard de l'ensemble de ces critères à ce que les offres présentant le meilleur avantage économique et social, mais avantage économique global, ne soient pas choisies. Justement, cet arrêt du 7 juin 2024, récent, posait la question de la méthode d'évaluation des offres consistant à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation, puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondéré par le coefficient associé à chaque critère. La question était de savoir si elle était régulière. Rien que déjà, très franchement, la complexité de la méthode mise en place permet de douter. Et de fait, le Conseil d'État a considéré que cette méthode d'évaluation ne, je cite, reflétait que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l'autorité concédante ayant retenu ainsi une méthode d'évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. On rappellera en amont de cette citation que, en matière de concession, l'autorité concédante bénéficie d'une grande liberté
dans la détermination de ces critères. Elle n'est pas tenue d'afficher une pondération particulière. Elle peut se contenter d'une simple hiérarchisation. Là, l'autorité concédante avait été finalement assez transparente dans la méthode obtenue, enfin appliquée, et manifestement, elle n'a pas convaincu le Conseil d'État. Et on a du mal à critiquer sur ce point la décision prise par le Conseil d'État. Tout ça paraissait quand même assez opaque. Autre point, vous le constatez à la lecture de cet extrait, on n'aborde pas dans la recevabilité du moyen d'annulation la question de savoir si la méthode de notation et l'application des critères avaient été critiquées en amont par le requérant. Vous le savez, cette jurisprudence qui consiste à dire si vous n'avez pas critiqué en amont, vous êtes tardif à faire valoir ce moyen au stade du contentieux et postérieurement à la décision rejetant votre offre. On peut penser que dans cette affaire-là, en réalité, fort probablement, l'imprécision et le caractère inapproprié de la méthode d'application des critères est apparu de façon plus manifeste à la lecture de la lettre informant le candidat des conditions de rejet de son offre. Autre décision du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2024, qui est une autre illustration d'une méthode de notation déclarée irrégulière. Je vous fais grâce de la relecture complète des motifs de la décision qui s'affiche. Attardons-nous simplement à la fin pour comprendre que la personne publique avait conçu une méthode de notation dont postérieurement, enfin après avoir donné une note avec une décimale, eh bien, elle prenait l'initiative d'arrondir à l'entier inférieur de la note obtenue pour chaque sous-critère, ce qui finalement, pour un candidat qui avait eu 9,9 et un autre qui avait eu 9,1, ça se traduisait par, pour les deux, 9. Et évidemment, à la fin, on peut imaginer que celui qui, par exemple, sur 4 critères, a eu chaque fois 9,9, comparé à un autre qui a eu à chaque fois 9,1, et ben, le premier était hautement contrarié de constater qu'il avait finalement la même notation que le concurrent qui, dans la notation décimale, était inférieur. Critique devant le tribunal administratif qui a aussi, dans ce cas-là, retenu l'irrégularité de la méthode de notation. En conclusion de ça, et s'il y a des personnes publiques qui écoutent cette diffusion, on est quand même amené à se poser la question de savoir pourquoi les personnes publiques génèrent des méthodes de notation aussi complexes qui elles-mêmes créent les conditions des critiques qui leur sont faites ultérieurement. C'est quand même pas très compliqué de donner une note simple, distinctive et de l'appliquer. La décision du TA de Lille laisse vraiment très perplexe. Continuons avec la notion d'offre inacceptable, avec un arrêt du Conseil d'État du 12 juin 2024 qui apporte des précisions sur la caractérisation d'une offre inacceptable dans le cadre d'un accord cadre. La question posée par cette affaire était de savoir si une offre est inacceptable au seul motif qu'elle excède le montant maximum du budget alloué à un accord cadre si l'acheteur n'a pas informé les candidats du montant maximum du budget alloué à l'accord cadre. Et là, le Conseil d'État, fidèle à la logique et au pragmatisme qui le caractérise, considère que l'acheteur ne peut qualifier d'inacceptable une offre excédant le montant des crédits budgétaires alloués que si les candidats ont été préalablement informés de ce montant. Le but de cette décision étant d'éviter que les soumissionnaires ne soient induits en erreur par le montant maximum de l'accord cadre qui peut être supérieur au crédit réellement alloué. Elle impose donc une nouvelle obligation d'information aux acheteurs dans ce cas spécifique.
Décision suivante, relative toujours à la notion à l'offre anormalement basse et à l'écart de prix. On se rappelle rapidement le cadre juridique des offres anormalement basses, article L2152.5, qui définit une offre anormalement basse comme étant une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Cet article est important parce qu'on y revient finalement toujours lorsqu'on est amené à critiquer une décision sur ce fondement-là. Il faut que la collectivité soit quand même à même de démontrer que le prix considéré comme anormalement bas est de nature à compromettre la bonne exécution du marché. L'article L 2152.6 qui impose à l'acheteur public de mettre en œuvre tous les moyens pour détecter les offres anormalement basses et de demander des justifications lorsqu'une offre semble anormalement basse, et l'article R 2152.3 qui précise les éléments qui peuvent être pris en considération pour justifier le prix proposé lorsqu'il est présumé anormalement bas, comme des modes particuliers de fabrication, des solutions techniques adoptées ou des conditions exceptionnellement favorables dont disposerait le soumissionnaire. Le tribunal administratif de Montreuil, récemment, 11 juillet 2024, a considéré que l'acheteur devait engager la procédure de vérification d'une anomalie de prix en présence du faisceau d'indices suivants: offre financière de l'attributaire inférieure de 75% au montant des offres des autres candidats, attributaire prestandi publiant des résultats significativement déficitaires depuis plusieurs années, et application du mécanisme de la double moyenne qui aboutit également à mettre en évidence une anomalie de prix. Si on pousse l'étude de la jurisprudence sur cette notion de prix anormalement bas, on a une décision aussi intéressante de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 juin 2024 qui a posé la question de savoir si un écart de prix de 65% entre des offres était suffisant pour caractériser une offre anormalement basse. La Cour administrative d'appel répond que non, en considérant au cas d'espèce qu'en réalité, la simple comparaison du différentiel de prix ou d'évaluation entre les offres n'était pas suffisamment caractéristique, puisque quand on rapportait l'offre critiquée au coût prévisionnel déterminé par la collectivité dans le cadre de son analyse préalable du dossier, eh bien, à ce moment-là, le différentiel, l'offre ne se retrouvait que inférieure à hauteur de 25% à cette estimation prévisionnelle. Donc, la seule circonstance que le prix de l'offre retenue soit 3 fois inférieur à celui du requérant n'était pas suffisant pour caractériser une offre anormalement basse. Dans ces affaires-là d'offres anormalement basses, on en revient quand même toujours à se confronter. C'est pas qu'intellectuel, quoi. C'est pas que théorique. En audience, on est souvent amené à véritablement devant le juge à démontrer, si on est la collectivité, qu'il y a eu une analyse assez poussée pour démontrer que les conditions d'exécution du marché étaient véritablement mises en danger ou par le prix trop bas du candidat. Autre décision du Conseil d'État du 25 juin 2024 sur la régularité des critères et l'offre est économiquement la plus avantageuse. L'article L 2152.7 du Code de la commande publique dit que l'offre économiquement avantageuse peut être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figurent le prix, le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. La question posée dans cette affaire était celle de savoir si, je cite, parce qu'il faut quand même le citer, les critères de pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage, d'une part, et complétude, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel, d'autre part,
étaient redondants et ou imprécis. Le Conseil d'État a considéré que ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis. Je dois vous avouer que, à titre personnel, je trouve l'appréciation du Conseil d'État quand même assez protectrice de la personne publique mise en cause, parce que quand on se replace dans la peau du candidat qui va préparer son offre, s'interroger sur ce qui se passe derrière les notions de pertinence, complétude et clarté de l'offre, eu égard aux attentes du maître d'ouvrage d'une part, et complétude reprise dans le deuxième critère, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel d'autre part, ça ne me paraît pas parfaitement lumineux. Mais bon, le Conseil d'État y a vu suffisamment de distinctions pour valider les choses. Je reviens à une considération de bon sens à destination des personnes publiques. Peut-être faut-il parfois retenir les AMO dans leur effort d'imagination pour proposer des critères de choix originaux et rester sur des choses plus simples et intelligibles par tout le monde. Une autre décision intéressante toujours, même très intéressante celle-là, du 18 juillet 2024, association NEMA, dans laquelle le Conseil d'État juge que les candidats sont tenus de détecter les contradictions aisément décelables dans les documents de la consultation et d'interroger le pouvoir adjudicateur en cas de doute. Cette décision faisant écho à l'arrêt du Conseil d'État du 15 avril 2005, Ville de Paris, Société CITA, qui imposait au pouvoir adjudicateur et non aux opérateurs économiques une obligation de vigilance face aux contradictions dans les documents de la consultation. On voit que dans cette décision donc, de juillet 2024, le Conseil d'État quand même fait peser sur le candidat une forme d'obligation de réaction face à l'évidente, quand il parle d'aisément décelable, face à l'évidente contradiction dans des documents. Soit il reprochera au candidat de ne pas avoir interrogé la collectivité au cas d'espèce et de ne pas avoir détecté la contradiction et de ne pas avoir incité par une question la collectivité à corriger cela, soit fort probablement, dans une autre décision à venir, il considérera que la contradiction était aisément décelable et aisément et que le candidat pouvait aisément également la corriger, soit par une confrontation de la contradiction à la hiérarchie des pièces contractuelles ou parfois au simple bon sens. Donc là, la charge, je dirais, de la lecture attentive du dossier de consultation et de la solution à donner aux éventuelles contradictions qui existent souvent quand même, élaborer un dossier de consultation, c'est quelque chose de complexe, eh bien, elle est cette fois-ci répartie entre le candidat et la personne publique par le Conseil d'État. Voilà sur ce premier volet de l'intervention. Et je vais prendre la suite sur les thèmes suivants et on commence par le thème numéro 2 qui est l'attribution du marché et deux décisions récentes du Conseil d'État qui ont toutes deux été publiées aux tables du recueil, donc qui sont importantes. Deux décisions du Conseil d'État sur des questions d'attribution de marché. Alors, la première, elle est originale parce que jusqu'à présent, elle était traitée par les textes, par le Code des marchés publics, puis par l'ordonnance du 23 juillet 2015, et c'est un point qui n'a pas été repris par le Code de la commande publique, sur le fait de savoir si un acheteur public peut et dans quelles conditions se délier de l'avis d'un jury de concours. Alors, on sait que le jury de concours, il est notamment requis pour les marchés de maîtrise d'œuvre, et un jury de concours est composé de personnes
qui sont désignés par les textes comme étant spécialement qualifiés. Donc, ce sont des personnes que l'on fait venir pour analyser les offres en raison de leurs compétences particulières. La Cour administrative d'appel de Lyon, qui avait été saisie initialement de ce sujet, a considéré, dans le silence des textes, que, en réalité, la personne publique, l'acheteur, ne pouvait s'écarter de l'avis du jury qu'à la condition, je cite, parce que l'expression est intéressante, que l'offre qu'il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le juge. L'offre retenue soit manifestement meilleure. Ce qui posait une question, qu'est-ce qu'une offre manifestement meilleure? Où est-ce qu'on place le curseur et à partir de quel moment on peut considérer que finalement, l'offre A qui a été retenue par le jury de concours, qui s'est prononcé en faveur de cette offre, je considère que l'offre B ou C est manifestement meilleure sur tel et tel aspect. C'était une formule, je crois, relativement malheureuse et qui pouvait derrière ouvrir tout un tas de contentieux sur ce qu'on entend par manifestement meilleur, et ça a été logiquement sanctionné par le Conseil d'État qui retient de manière très simple que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par un jury de concours et qu'il peut porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury. Alors évidemment, il faudra motiver ce choix, et cette motivation, elle passera par, le cas échéant, les fourches codines du juge, en vérifiant qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des offres. Mais cette notion d'offre manifestement meilleure, qui est une pure création prétorienne qui avait été proposée par la Cour administrative d'appel de Lyon, elle a logiquement été censurée par le Conseil d'État. Deuxième décision publiée également aux tables sur l'attribution du marché, avec un cas de figure qui est peu commun, sur le délai qu'il peut y avoir entre la sélection d'une offre et l'information des candidats évincés de ce qu'ils n'ont pas été retenus. Dans ce cas de figure, dans ce dossier, la personne publique avait statué sur les offres en 2022. Et je vous rappelle sur ce point que lorsque la commission d'appel d'offres se réunit, c'est le choix de la commission d'appel d'offres qui interrompt d'une certaine manière le délai de validité des offres. C'est-à-dire que si la commission d'appel d'offres se réunit dans le cadre du délai de validité des offres, on considère qu'elle a statué régulièrement, et à partir du moment où elle a statué, effectivement, les textes n'encadrent pas le délai pendant lesquels le marché peut être notifié et les candidats évincés informés de ce qu'ils n'ont pas été retenus. Et en l'espèce, il s'était passé 15 mois, plus d'une année, entre le moment où la CAO statue et le moment où les candidats qui n'ont pas été retenus sont informés du rejet de leur offre. Le tribunal administratif de la Guadeloupe considère que ce délai est anormalement long et que ça pose une difficulté en termes de mise en concurrence au niveau de l'attribution du marché, censure du Conseil d'État qui nous dit que à partir du moment où le candidat évincé, y compris si c'est 15 mois après le choix de l'attributaire, apprend que son offre a été rejetée, que le marché n'est pas signé et qu'il a la possibilité de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel, que cette circonstance-là est sans incidence sur la régularité de la procédure. En réalité, s'il y a un sujet, à mon avis, à trouver dans ce dossier-là, ce serait plus à aller chercher du côté de l'attributaire, en fonction des clauses d'actualisation, de révision de prix. Si effectivement son offre est choisie et que, entre le moment où il a remis son offre et le démarrage de l'exécution, les cours mondiaux en fonction du secteur d'activité concerné ont connu une forte volatilité et que son prix n'a plus réellement de pertinence, pourra se poser la question du bien fondé du mécanisme d'actualisation de révision de prix et de savoir si cet attributaire-là n'est pas lésé par ce long délai de 15 mois entre le choix de la CAO et l'attribution effective du marché.
Voilà pour les deux décisions qui nous semblaient pertinentes sur le thème de l'attribution des marchés. Et on en vient sur le troisième thème qui pourrait presque, à mon avis, mériter un webinaire à part entière. Tant, à mon avis, cela va devenir un sujet contentieux. L'impartialité des réseaux sociaux, c'est contentiogène déjà en soi, mais ça risque de devenir de plus en plus contentieux dans les années à venir avec une seule décision, mais qui mérite d'être citée et expliquée sur des publications sur Facebook et une atteinte au principe d'impartialité. On se rend compte d'ailleurs de plus en plus souvent que les réseaux sociaux sont une sorte de caisse de résonance de ces manquements, de ces griefs au principe d'impartialité. Je vous dis un mot d'abord sur cette décision, puis peut-être qu'on essaiera d'élargir le débat sur le sujet. Cette décision du Conseil d'État, là encore publiée aux tables, fait suite à une décision de référé précontractuel du tribunal administratif de Montreuil, qui avait annulé une procédure de passation au motif pris d'un manquement au principe d'impartialité, parce que l'un des élus en charge de la procédure, et plus particulièrement celui qui présidait la commission DSP, on était sur un contrat de concession, s'était fendu dans un post public sur Facebook, je cite, donc en commentaire d'un message, on va reprendre les termes, c'était sur un marché, ce marché est mal géré, c'est dommage car il est très fréquenté, les incivilités font fuir les clients du centre-ville, le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c'est l'occasion de le réformer pour qu'il soit plus diversifié et qu'on y trouve plus de commerce de qualité. Le concessionnaire sortant qui a perdu dans la mise en concurrence, évidemment a poussé des cris d'orfraie, a fait des juges en disant mais regardez, l'élu en charge de ce dossier s'est répandu sur son animosité à notre égard. Comment peut-on juger qu'il est impartial vu les propos qu'il tient sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas? Le Conseil d'État va prendre une approche, je dirais, très objective des propos qui ont été tenus sur Facebook. Est-ce que ces propos-là, nous pouvions, à leur lecture, déceler une animosité personnelle ou un parti pris à l'égard de ce candidat? Eh bien, on est dans une question de qualification juridique des faits. Le Conseil d'État va répondre par la négative. Il va considérer qu'en jugeant ce commentaire constitue une atteinte à l'impartialité de l'autorité concédante, alors que la modération des propos et le contexte de la publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l'encontre de la Somarep, qui était le concessionnaire sortant et candidat évincé, le juge du référé a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Bon, il y a matière à discussion. Le simple fait que cet élu soit en commentaire d'un message sur un réseau social pendant une mise en concurrence, sorti de son devoir de réserve pour exprimer son avis sur la gestion du marché, je trouve que la décision qui a été prise par le tribunal administratif de Montreuil n'était pas dénuée de pertinence ou de bon sens. Le Conseil d'État fait preuve dans pas mal de pondération à l'égard de la personne publique. Pour le coup, gageons qu'il n'en sera pas de même dans d'autres dossiers et sur ce point-là quand même, parce que nous nous rendons compte de plus en plus dans les contentieux, notamment au référé précontractuel, que nous avons que les réseaux sociaux nourrissent aujourd'hui tout un tas de critiques sur le thème de l'impartialité. Je pense à plusieurs contentieux dont certains ont eu des résonances médiatiques et qui sont aujourd'hui entre les mains du juge pénal, où il a pu être découvert que sur Instagram, le directeur d'un établissement public dans un secteur donné était ami avec des salariés
salarié d'une entreprise qui répondait sur des marchés publics depuis des années et que cette amitié n'était pas seulement une amitié virtuelle, mais que la teneur des messages échangés sur des profils Instagram publics révélait qu'en réalité, ces personnes étaient amies de longue date. D'autres cas de figure plus récents sur Facebook que nous avons eus et qui ont nourri des contentieux en référé précontractuel ont démontré qu'effectivement, certaines relations d'amitié, au-delà d'une amitié virtuelle, pouvaient être caractérisées en analysant la teneur de certains messages publics. Donc, quelques précautions élémentaires à l'égard des acheteurs publics qui nous écouteraient et des entreprises qui répondraient au marché public. On n'est pas amis, y compris sur les réseaux sociaux, avec son client. Dans la déontologie de comportement d'un acheteur public, il doit y avoir, nous semble-t-il, une frontière absolument étanche, y compris sur les réseaux sociaux, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, y compris au quotidien, et nous comprenons parfaitement que la frontière puisse être parfois délicate lorsqu'il y a des contrats publics qui s'exécutent sur plusieurs années, des marchés, des concessions, et qu'au quotidien, vous êtes amené à travailler avec telle et telle personne, et que vous êtes peut-être amené à prendre des nouvelles de cette personne, de ses enfants, et que la relation au travail fait que il y a des affinités qui peuvent se créer. Pour autant, alors, premier principe, essayez d'éviter d'être amis sur les réseaux sociaux. Deuxième principe, si vous l'êtes, pitié, mettez vos réseaux sociaux en privé, que des avocats comme Maître Cabane ou moi-même ou d'autres n'aient pas la mauvaise idée d'aller regarder ce qui peut se trouver. Et puis, alors, puisque c'est une question qui nous est de plus en plus posée, et on sait aujourd'hui que c'est un réseau social protéiforme qui est en train de changer, quid de LinkedIn? Nous avons été interrogés à plusieurs reprises récemment sur oui, mais maître, est-ce que si je suis ami avec un client sur LinkedIn, qui est quand même un réseau social professionnel, est-ce que ça peut m'être reproché? Est-ce que ça pourrait être utilisé pour caractériser un manquement au principe d'impartialité? Nous ne croyons pas à ce stade que le réseau LinkedIn, au même titre que Facebook, Instagram ou d'autres, soit le support de relations personnelles. Maintenant, il ne faudrait pas que sur LinkedIn, en commentaire d'une publication, je ne sais pas, du Moniteur, par exemple, qui organise ce webinaire, on puisse trouver que vous donnez rendez-vous à telle entreprise pour prendre l'apéro demain soir à l'occasion de tel événement. Ce genre de manifestations, de commentaires qui pourraient suggérer qu'il y a un lien qui dépasse la relation professionnelle pourrait à ce moment-là être problématique. Pour le reste, nous considérons, même si c'est un réseau social dont la nature évolue fortement, que pour l'instant, le réseau social LinkedIn et des liens, des contacts sur ce réseau ne sont pas de nature à poser des difficultés particulières. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade sur les réseaux sociaux, mais véritablement, ça fait partie, et peut-être que ça mériterait un article ou un temps d'échange plus long, ça fait partie des sujets dont nous sommes absolument convaincus qu'ils animeront l'actualité jurisprudentielle des marchés publics dans les années à venir. Quatrième thème, sur le contentieux de l'exécution du contrat, des contrats publics, avec 3-4 décisions, là encore, publiées pour certaines aux tables du recueil, ce qui montre qu'elles sont importantes. Alors, je vais commencer d'abord par une décision de cour administrative d'appel, mais qui est intéressante, sur les pénalités de retard, parce que c'est une décision qui vient sanctionner d'une certaine manière la personne publique pour avoir trop bien fait, ou en tout cas avoir trop fait. C'est une personne publique qui avait rédigé, modifié la rédaction des clauses de pénalité du CCSG fourniture courante et services en instaurant
un mécanisme de pénalité extrêmement particulier, avec des taux, des modalités de calcul très singulières, et c'est une personne publique qui pensait s'être couverte en dérogeant à la rédaction du CCAG-FCS. Le problème, c'est qu'on retrouve dans tous les CCAG un principe simple qui est que les pénalités sont applicables sans mise en demeure. Et que si vous dérogez, si vous commencez à déroger à des CCAG, et qu'on considère que vous êtes dans une dérogation totale aux stipulations de ce CCAG parce que vous réaménagez totalement la clause, il faut impérativement reprendre ce principe d'application des pénalités sans mise en demeure, à défaut de quoi, et c'est ce qui s'est passé pour cette personne publique, vous risquez de vous retrouver en difficulté puisque, à défaut d'avoir repris cette clause, la Cour administrative d'appel de Versailles a considéré que, sans mise en demeure, la personne publique n'avait pas été fondée à appliquer des pénalités aux titulaires du marché. Moralité, il vaut parfois peut-être mieux se contenter de reprendre les clauses des CCAG qui sont quand même globalement rédigées dans l'intérêt des personnes publiques. Voilà pour la première décision que je souhaitais mentionner sur la question de l'exécution des contrats. Deuxième décision, cette fois-ci du Conseil d'État du 7 juin 2024, numéro 490-468, qui a été publié aux tables, là encore, sur la naissance du décompte général définitif tacite et la nécessité de présenter un mémoire en réclamation. Je rappelle qu'un décompte général définitif tacite en matière de marché public peut naître lorsque la personne publique a dépassé le délai de 45 ou de 30 jours selon la version des CCAG travaux applicables dont elle dispose pour notifier le décompte général et que le titulaire l'a mise en demeure d'établir ce décompte général. Lorsque vous recevez une mise en demeure d'établir un décompte général et que vous avez dépassé les délais, il y a urgence parce que sinon, effectivement, vous risquez de vous retrouver face à un décompte général qui devient définitif. Et la question de procédure qui se posait, c'est dans ce cas-là, est-ce que oui ou non, le titulaire doit en plus transmettre un mémoire de réclamation à la personne publique ou est-ce qu'il doit simplement faire le constat qu'il a mis en demeure la personne publique d'établir le décompte général sous 10 jours, qu'elle ne l'a pas fait et qu'à ce titre-là, le projet de décompte final qu'il a transmis est devenu le décompte général définitif tacite. Le Conseil d'État répond par l'affirmative, il n'y a pas besoin de mémoire de réclamation. Ça vient trancher un débat jurisprudentiel qu'on avait avec différentes juridictions de première instance notamment, qui avaient pris des positions antagonistes. Le Conseil d'État apporte également sur ce sujet deux précisions importantes. La notification au titulaire d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite. Ça veut dire quoi? Il nous est arrivé nous-mêmes, saisis par des clients au mois de juillet ou au mois d'août en nous disant mais maître, je crois que le délai de mise en demeure échoua aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas le temps d'élaborer un décompte général qu'il soit carré et qui reprenne l'ensemble des situations d'entreprise. Eh bien, à ce compte-là, vous notifiez presque n'importe quoi, mais notifiez quelque chose, notifiez un décompte général, il manque des pièces, ça n'est pas clair, vous n'avez pas le temps de calculer les pénalités, vous mettez une somme forfaitaire à la charge de l'entreprise, mais vous notifiez quelque chose, y compris si c'est irrégulier, si c'est incomplet. Et puis la deuxième précision sur l'appel en garantie, où le Conseil d'État rappelle que le préjudice dont le maître d'ouvrage peut demander réparation auprès du maître d'œuvre au motif qu'il n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient pour faire obstacle à l'établissement du décompte général tacite ne peut consister qu'en l'éventuel surcoût induit par ce décompte par rapport à la somme qu'un décompte général établi contradictoirement aurait mis à sa charge. En clair, si le maître d'œuvre est notamment responsable de l'absence de notification dans les délais du décompte général, le contentieux qui peut se nouer derrière en cas de décompte général définitif tacite, c'est que le Conseil d'État va aller vérifier
ce que de toute façon le maître d'ouvrage aurait dû payer. Vous auriez dû donner X à l'entreprise. Je considère que puisque le décompte général et définitif est devenu tacite, vous avez dû verser X plus 100, et bien sur ces 100-là, on va aller voir ce que vous auriez dû payer, ce qui relève de la responsabilité du maître d'œuvre, ce qui constitue quand même une sorte de parachute ou un filet de sécurité pour le maître d'ouvrage. Enfin, dernier arrêt sur la question, avant-dernier arrêt sur la question de l'exécution des contrats, sur l'interruption de la prescription décennale où le Conseil d'État, mais c'est un arrêt important parce qu'il va reprendre, il poursuit, je dirais, la clarification opérée depuis quelques années sur la question de la prescription décennale. Le Conseil d'État va reprendre à sa charge la jurisprudence de la Cour de cassation et rappeler que lorsque une personne privée introduit un recours en justice, si ce recours est finalement rejeté, le requérant ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif attaché à sa demande, et cela quel que soit le motif de ce rejet, sauf si vous avez saisi une juridiction incompétente, que vous deviez saisir une juridiction, la juridiction judiciaire, vous avez saisi la juridiction administrative. Le Conseil d'État, ce faisant, restreint encore un peu les actes interruptifs de prescription. On se rappellera notamment que, et c'est quelque chose qui est fréquemment oublié, qu'il y a 4 ans, dans une décision qui datait de septembre 2020, le Conseil d'État avait rappelé que lorsqu'une expertise judiciaire est en cours, l'effet interruptif de la prescription décennale qui est attaché à cette expertise judiciaire ne vaut que pour le demandeur à l'expertise et non pas pour toutes les parties qui ont été mises en cause. Chose que beaucoup ont tendance à oublier, et on se retrouve très fréquemment avec des expertises judiciaires et tout un tas d'entreprises qui sont convaincues que parce qu'il y a une expertise judiciaire, finalement, le cours de la garantie décennale a été suspendu. Ça n'est pas le cas. Ça n'est le cas qu'à l'égard de la personne qui saisit, et lorsque c'est une personne publique qui saisit le juge, le juge administratif ou judiciaire, s'il y a d'autres personnes publiques qui sont dans le champ de l'expertise, gardez bien en tête que le cours de la garantie décennale n'est pas interrompu. Enfin, un dernier mot sur la question de l'exécution du contrat, simplement pour, pareil, encore un arrêt publié aux tables, il y en a beaucoup décidément, qui est très récent, qui date du 2 octobre 2024, qui est peut-être un peu moins important que les précédents que j'ai cités, qui considère que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître d'ouvrage doit, s'il entend appeler en garantie les autres participants à l'opération de construction, non pas établir qu'il n'a pas commis de faute, mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage demande réparation. On est sur une question de charge de la preuve. Voilà pour les différents arrêts qui méritaient d'être mentionnés sur la question de l'exécution des contrats publics. Et je redonne la parole à Maître Cabane. Alors, la parole sur le thème 5, contrôle et office du juge, mais je reviens juste un instant en arrière sur la remarquable intervention de Maître Michelin sur les réseaux sociaux pour vous livrer une citation. Une amitié née des affaires vaut mieux qu'une affaire née de l'amitié. Et quand vous saurez que cette citation est de David Rockefeller, vous comprendrez toute la complexité du thème qui a été abordé il y a quelques instants par Maître Michelin. Alors, le contrôle des sentences arbitrales. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 juillet 2024, a abordé un sujet qui est très connu de la juridiction judiciaire, mais un peu moins fréquent de la juridiction administrative, pour la raison simple qu'il y a moins d'arbitrage en matière administrative qu'en matière judiciaire. C'est donc l'intérêt de cet arrêt du Conseil d'État qui précise le contrôle opéré par la haute juridiction sur une sentence arbitrale interne. Donc il rappelle
que le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administratif ressort de la compétence de la juridiction administrative et plus particulièrement du Conseil d'État, puisque c'est en général une décision rendue en dernier ressort. Et il précise ensuite que ne peuvent être utilement soulevés devant lui que les moyens tirés, d'une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières, à savoir tribunal déclaré à tort compétent ou incompétent, ou s'il n'a pas été régulièrement composé au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, ou s'il n'a pas, et c'est toujours très important en matière d'arbitrage, statué strictement conformément à la mission qui lui était confiée par la Convention instituant l'arbitrage. Ou enfin, si la procédure n'a pas été contradictoire ou la sentence pas motivée, on retrouve, pour les auditeurs qui connaissent l'arbitrage en matière judiciaire, les thèmes connus de contrôle des décisions d'arbitrage. Et d'autre part, si la décision d'arbitrage est contraire à l'ordre public, à savoir si elle a pour objet de faire application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité. Dans cet arrêt du Conseil d'État du 30 juillet 2024, le Conseil d'État précise également que, en cas d'illégalité du recours à l'arbitrage, le Conseil d'État prononce l'annulation de la sentence et décide soit de renvoyer les parties devant le tribunal administratif, soit d'évoquer l'affaire. Dans le cas inverse, si le litige est donc arbitrable, ils peuvent rejeter le Conseil d'État peut rejeter le recours ou annuler partiellement ou totalement la sentence. Et dans le cas où la convention d'arbitrage prévoit une disposition en ce sens, ou si les parties sont d'accord, accord exprimé lors de la procédure devant le Conseil d'État, le Conseil d'État règle lui-même le litige. En l'absence de stipulation ou d'accord, les parties décident alors elles-mêmes de la saisine d'un nouveau tribunal arbitral ou du tribunal administratif compétent. Voilà sur ces éclaircissements sur les conditions de contrôle par le Conseil d'État des décisions d'arbitrage. L'expertise judiciaire et les voies de recours. Dans cet arrêt du 30 juillet 2024, la question qui était posée était de savoir si dans le cadre d'une expertise juridictionnelle, la décision par laquelle le juge enjoint à une partie de remettre des documents à l'expert est ou non un acte attaquable. Naturellement, et avant la décision rendue par le Conseil d'État, moi, à titre personnel, j'aurais eu tendance à donner une réponse positive à la question, parce que la question de communication des documents est quelque chose d'important dans le cadre d'une expertise qui peut ensuite aboutir à un contentieux, et le Conseil d'État juge en effet qu'une telle décision présente un caractère juridictionnel. En conséquence, elle peut être directement contestée en appel lorsque le constat ou l'expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif, ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel, soit en appel ou en cassation lorsque l'expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant dire droit. Répartition des compétences entre deux ordres de juridiction. Dans un arrêt récent du 27 septembre 2024, la question a été posée au Conseil d'État de la légalité d'un article d'une convention d'affermage qui fixait la compétence du tribunal administratif en cas de litige. Je vous fais grâce de la lecture du texte qui apparaît à l'écran. On rappellera simplement que le principe est qu'un délégataire ne peut jamais percevoir un impôt, sauf pour les délégataires de halles et marchés, lesquels peuvent percevoir des droits de place en vertu des dispositions de l'article 136 d'un décret du 17 mai 1809. Cet article, donc, qui attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux. Au cas d'espèce, et sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a considéré que doivent être considérées comme non écrites les clauses du contrat de concession, donc en général d'affermage en matière de halles et marchés, prévoyant une saisine du juge administratif ou une médiation par celui-ci. Et il précise que l'organisation des missions de médiation et la désignation des personnes chargées
d'une telle mission par les juridictions administratives ne saurait s'exercer hors des domaines de compétences de leur juridiction. De tels litiges relèvent donc bien de la compétence de la juridiction judiciaire. Voilà le tour, à peu près dans le temps qui nous était imparti, de jurisprudence que nous voulions faire avec vous aujourd'hui. Écoutez, maître, merci beaucoup donc, pour votre présentation. Donc, excusez-moi. Donc, nous avons qu'une seule question, en fait, donc, que je vous ai transmise. C'est vrai qu'il revient assez souvent. Doit-on considérer que la jurisprudence société acteur là, du 12 juin 2024 peut être appliquée aux marchés qui ne sont pas des accords cadres? Alors, non, puisque la jurisprudence en question, on était sur un problème de transparence à l'égard des candidats, où lorsque vous passez un accord cadre, dont on sait maintenant que le montant maximum doit être obligatoirement indiqué, ce montant maximum est une indication pour les candidats. Et si votre budget, les crédits budgétaires disponibles, ce qui permet de déclarer une offre inacceptable ou pas, sont inférieurs à ce montant maximum, alors là, il faut l'indiquer pour que les candidats ne soient pas induits en erreur. On est vraiment dans la mise en œuvre d'une règle de transparence. Lorsque vous passez un marché, vous n'avez pas cette problématique qui se pose puisque, par définition, il n'y a pas de montant maximum puisque c'est pas un accord cadre. Donc, vous devrez justifier en matière de marché, si vous déclarez une offre inacceptable, que vous n'avez pas les crédits budgétaires pour la financer. Par contre, il n'y a pas d'obligation de mentionner ces crédits budgétaires dans les documents de la consultation. Alors, je vous ai transféré là une deuxième question qui vient d'être posée concernant le thème de l'attribution et la jurisprudence en vigueur. Pensez-vous que l'attributaire pourrait refuser l'attribution du marché du seul fait que le marché lui soit notifié postérieurement à la fin du délai de validité des offres? C'est toute la difficulté, c'est que ça n'est pas postérieurement. Alors, il y a l'attribution qui est faite dans le délai de validité puisque la CAO a statué. La notification de cette attribution est faite hors délai de validité. Maintenant, pour l'instant, la jurisprudence du Conseil d'État consiste à dire que le délai de validité est valablement interrompu dès lors que la CAO a statué dans ce délai-là. Donc, je ne pense pas qu'il pourrait refuser. Par contre, derrière, je pense qu'il pourrait exiger au démarrage du marché, et on en revient sur ce qu'on a dit, une actualisation, une modification, une révision des prix, une modification du mois M0 qui a dû être donné dans l'acte d'engagement qui était celui du mois de remise de l'offre. Je pense que clairement, là-dessus, sur un terrain indemnitaire, il y aurait quelque chose à faire si la personne publique est un peu obtus, mais refuser l'attribution, refuser le démarrage d'exécution, je ne pense pas. Je pense pas. Pas forcément d'ailleurs uniquement du mois M0, parce qu'on peut considérer qu'un fort décalage peut remettre en cause un planning contractuel sur lequel le candidat s'était engagé en fonction d'une perspective d'attribution qui était quand même a priori cernée par le dossier de consultation. Pour une société, elle s'engage sur un planning en considérant que le marché va s'exécuter sur le deuxième semestre 2024, recevoir ce marché au premier semestre 2025, c'est pas forcément le même plan de charge pour elle, et la renégociation, à mon avis, du planning, et on sait qu'en matière de travaux, les plannings, c'est important, me paraît assez largement ouverte. Alors, excusez-moi, oui, une dernière question qui vient d'être posée. Le délai de validité des offres est-il également interrompu lorsque l'avis de la CAO est purement consultatif? Je vois pas pourquoi. Non, je ne vois pas pourquoi. Non, alors ça peut se poser. Vous avez certaines collectivités qui, en matière de marché à procédure adaptée, réunissent quand même une CAO qui a un avis, qui peut avoir un avis consultatif, alors que c'est l'exécutif qui attribue. Non, c'est si l'avis est consultatif, c'est pas le choix de l'offre. Et si c'est pas le choix de l'offre, c'est pas l'attribution, ça n'interrompt pas les délais. Et ça les suspend pas.
Très bien, écoutez, je vous remercie. Bon, nous avons fait le tour des questions. Enfin, bon, il y en avait une autre, mais je ne vous l'ai pas posée puisque vous y avez répondu lorsque vous évoquiez le principe d'impartialité des réseaux sociaux. La personne demandait quid du réseau LinkedIn. Donc, vous avez évoqué ce point qui, effectivement, pourrait, comme vous l'avez dit, faire l'objet à lui seul peut-être d'un webinaire. Donc, à évoquer, à réfléchir sur cette question. Bien, écoutez, une nouvelle fois, Maître, je vous remercie pour votre présentation et pour avoir répondu aux différentes questions. Je remercie évidemment tous les participants d'avoir été présents pour ce webinaire, d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau rendez-vous expert. Le thème n'a pas été encore déterminé. Et en attendant, vous pouvez consulter notre base de données Moniteur Juris qui est régulièrement mise à jour. Merci. Écoutez, je vous remercie et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Maître. Au revoir.